Notre premier invité, c'est Yannick Colleux. Vous le connaissez déjà. Ce n'est pas la première année qu'on a la chance de l'avoir entre nous. Voilà. Bonjour, je commence avec 8 minutes de retard. Donc je terminerai avec 8 minutes de retard. Voilà. Alors pour commencer, puisque j'ai 3 quarts d'heure, je crois, c'est ça, hein? Non. J'ai quelques questions à vous poser. À votre avis, quel est, en grammes par personne, en France, pour 2016, la situation nette des investisseurs en métaux précieux, en or, pas métaux précieux, en or? 15 grammes, 2 grammes, hein? 1 gramme? La réponse est 0. C'est-à-dire qu'il y a autant, on va dire, on a autant acheté qu'on a vendu. Quel est le pays qui a le plus fort ratio, on va dire, hein, d'achat en or par personne? L'Inde, la Chine? Oui? C'est tout? La réponse, c'est l'Allemagne. L'Allemagne de loin. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc la France, c'est 0. L'Allemagne, c'est 150 tonnes. Voilà. Donc, vous voyez que combien de vendeurs de dimension nationale en Allemagne? Donc, quand je dis dimension nationale, c'est des gens, on va dire, de la taille d'Aucoffre, de la taille de CPOR, des choses comme ça. 200. En France, ils ne tiennent pas sur... si ça tient juste sur une main, peut-être, voilà, à peu près. Alors pourquoi tout ça, la différence? Eh bien, la différence, c'est la fiscalité, en fait, qui est sans doute un des éléments qui fait que l'Allemagne a des investisseurs qui sont beaucoup plus... qui ont beaucoup plus d'appétence pour l'investissement en or. Il n'y a pas que ça, il y a effectivement le passé, hein, ils ont vécu effectivement des drames. Mais la fiscalité est un élément très important. Donc par exemple, en Allemagne, au bout de 12 mois de possession, soit d'un tracker, soit de lingots, vous êtes exonéré de toute taxe. Hein. Donc on peut rêver. Donc autant je suis pour la souveraineté nationale que je suis pour l'intégration fiscale. Hein. Voilà. Ah, ça marche pas, là. Si ça marche, voilà. Bon, donc les informations que je vais vous donner, ça n'engage que vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit parapluie, voilà. Hein. Donc je vais vous présenter un petit panorama fiscal très rapide, les nouveautés de 2017, perspective 2018, et puis en conclusion, on va dire mon petit mot de conclusion sur la qualité de la loi en France, etc. Alors, vous savez sans doute que jusqu'à présent, la loi imposait une déclaration au franchissement des frontières nationales et de l'Union européenne forcément, hein, nationale, lorsqu'on détenait plus de 10 000, à partir de 10 000 euros d'espèces. Les espèces étant comprises comme étant les billets de banque, les pièces, effectivement, les jetons de casino, enfin j'en passe. Et en décembre 2013, la loi a rajouté l'or dedans, donc dans l'évaluation. Hein. Le problème, c'est que aucun décret, aucun arrêté ministériel n'a suivi pour dire ce que l'on entendait par or. Et donc, je m'en suis saisi et j'ai demandé à l'administration de bien vouloir préciser ce qu'elle entendait par or, parce que vous passez la frontière avec madame qui a un collier, comme d'habitude, énorme en or, vous avec la quartier qui va bien en or, hein, les enfants, je ne vous en raconte pas, hein, les petites voitures en or. Est-ce qu'il faut déclarer tout ça? Et alors, l'administration ne m'a jamais répondu. Si elle a répondu qu'il y a un décret qui viendrait, il n'est jamais venu. J'ai saisi mon sénateur préféré, qui est maire d'Angers, enfin qui est toujours maire d'Angers, qui était sénateur, qui a posé une question au gouvernement. Cette question au gouvernement est restée sans réponse.
Et quand on a changé de majorité, eh bien, je suis allé voir, la question au gouvernement était marquée de point réponse question caduque. Et donc, on a évacué la question. Voilà. Donc, si vous passez avec 10 000 euros, malheureusement, et que la douane vous saisit en disant mais vous n'avez pas déclaré, etc., vous pouvez effectivement contester. Aujourd'hui, il n'y a rien qui précise, sauf le site web de la douane, qui précise ce que c'est que l'or pour eux. Hein, donc vous irez voir ce que c'est que pour l'or. Et c'est amusant parce qu'ils parlent de l'or coté en France. Il n'y a plus d'or coté depuis 2004. Voilà. Et donc, la nouveauté, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. La nouveauté, c'est que maintenant, il y en a une autre de plus d'obligation. C'est qu'à partir de 50 000 euros, vous devez justifier de ce que vous transportez. Et vous devez justifier avec un document établi depuis moins de 6 mois. Donc j'ai posé la question à l'administration en disant, voilà, je vous donne un exemple. Je suis citoyen français, j'ai acheté très légalement avec facture de l'or en France, je détiens, mais je veux le stocker dans une banque autrichienne. Hein, les Autrichiens ont des coffres à louer, et le secret bancaire autrichien est certainement beaucoup plus rigoureux et sûr que le secret bancaire suisse. Donc veulent aller en Autriche, déposer ça dans un coffre légalement, quoi, hein. Et donc je lui dis, mais si je détiens cet or depuis plus de 6 mois, qu'est-ce qu'il faut que je présente? Puisque la loi prévoit qu'il faut que c'est un document de moins de 6 mois. La réponse, on m'a fait une copie de toute la loi, grosso modo, à laquelle on a rajouté une copie d'un morceau du site web, et on m'a envoyé ça en disant, il casse-pied ce type, là. Donc j'ai répondu en disant, oui, j'ai bien pris note et tout, j'avais bien compris, mais qu'est-ce que je fais si j'ai une facture qui a plus de 2 ans? Et donc la réponse, c'est M. Brouillard qui me l'a donnée. Et M. Brouillard m'a répondu, faire une déclaration à la douane, point. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a. Donc je ne sais pas, si vous franchissez légalement, avec des lingots que vous détenez légalement, dont vous avez la facture depuis 2 ans, pour aller en Suisse, pas pour aller en Suisse, mais pour aller en Autriche, parce qu'en Suisse c'est encore un autre problème, puisque vous sortez de l'Union européenne, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Donc évitez de le faire. Voilà. Évitez de le faire, ou vous faites plusieurs voyages, enfin je ne sais pas, vous vous débrouillez. Donc ça c'était la nouveauté de 2017. Et donc 2018, alors là on est en plein dans les nouveautés. Tout le monde sait, j'espère, qu'en 2018, la CSG va augmenter d'1,7 point. Donc ça veut dire que toutes les taxes sociales qui s'ajoutaient aux prélèvements différents et variés sont augmentées d'1,7 point, a priori. Que l'ISF est supprimé, très bonne nouvelle, pour ceux qui effectivement étaient à l'ISF, puisque les lingots, les pièces d'or, etc., devaient être évalués pour calculer effectivement votre ISF. Que le gouvernement a demandé la mise en place d'une taxe forfaitaire de 30% sur toutes les plus-values d'investissement immobilier. On va voir que ça, c'est intéressant. Hein, et que, effectivement, comme dans l'ISF, on ne taxait plus les lingots, vous vous rendez compte, ni les yachts, ni les avions privés. Quel scandale. Donc on s'est dit, pour calmer certains, on va augmenter la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux. Donc elle passe de 10,5 à 11,5%. Alors c'est vraiment pour calmer médiatiquement ces gens-là, parce que quand vous regardez dans le budget ce que ça représente, la taxe forfaitaire, qui comprend l'art, la collection, enfin, toutes ces choses-là, la taxe forfaitaire, en fait, elle représente, je crois, 2,4 millions d'euros en tout. Et c'est surtout les œuvres d'art, toutes ces choses-là qui pèsent lourd, hein, en général. Et donc, grosso modo, j'ai fait ça à la louche, j'ai mis ça pour un tiers à peu près, donc ça représente grosso modo, cette augmentation de 1%, ça représente 400 000 euros que l'État va récolter en plus. Vous voyez, donc 400 000 euros pour calmer les médias, quoi. Voilà. Alors,
ce projet de loi de finances, le gouvernement a demandé donc la mise en place d'un taux forfaitaire de 30%, applicable aux produits et gains de cession dégagés par les investissements immobiliers des particuliers. Les investissements immobiliers des particuliers. Mobilier, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace. Hein. Bon, les lingots, les pièces d'or, tout ça, c'est de l'investissement immobilier. Alors, c'est d'autant plus des investissements immobiliers que dans la directive européenne qui met en place la notion d'or d'investissement, on parle bien d'un instrument financier. C'est-à-dire que l'or d'investissement est défini comme un instrument financier. Hein. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette affaire. L'or d'investissement, ça n'est pas que de l'or physique. Ça peut être des ETF. Donc, vous savez, c'est des actions, en fait, des parts qui sont adossées à des lingots qui, soi-disant, sont achetés au fur et à mesure et stockés quelque part. Je dis soi-disant parce que là, on pourrait faire une conférence là-dessus, c'est intéressant. C'est également les swaps, les contrats futurs, les certificats. Alors, vous voyez que c'est que des choses qui sont gérées en bourse et autres. Ça aussi fait partie de l'or d'investissement et ça sera sans aucun doute taxé à 30% de façon évidente. Mais c'est moins sûr que Bercy réalise que l'or physique est également de l'or d'investissement, c'est-à-dire un investissement immobilier. Et il devrait donc rentrer là-dedans. Donc il faudra être vigilant là-dessus. Donc je ne manquerai pas d'écrire à la direction de la législation fiscale, encore une fois. Jusqu'en 2007, vous connaissez les régimes, hein, je ne reviens pas dessus, hein, forfaitaire et puis sur la plus-value. Et donc en 2018, se pose la question de savoir si on va nous sortir un alignement effectivement à 30% ou un alignement à 34,5% plus 1,7%, c'est-à-dire à 36,2%. Donc maintenant, ça devient dur. Hein. Alors, je dirais que, quel que soit le choix qui est fait, il y a des façons très simples de se prémunir, c'est de rester dans un cadre qui effectivement ne sera pas touché. Et donc le cadre qui n'est pas touché, c'est effectivement de revenir vers la notion de bien meuble, hein, que j'ai développé déjà ici plusieurs fois, que j'ai développé dans mon ouvrage, dans le dernier ouvrage en particulier. Et donc il existe des biens qui ne rentrent pas dans la définition des métaux précieux. C'est comme ça. Parce qu'on dit métaux précieux, mais c'est métaux précieux au sens fiscal qu'il faut entendre à chaque fois qu'on dit métaux précieux entre nous. Hein. Et donc les jetons, par exemple, ne sont pas classés dans les métaux précieux au sens fiscal. Vous reprendrez la définition. Hein. J'ai donné la référence du BOI en bas, là. Hein. Dans le BOI, ce sont les paragraphes 20 et 40 qui donnent la définition des métaux précieux. Et donc dans l'article 60, on définit pas les jetons, mais les bijoux au sens fiscal comme les objets d'or et d'argent travaillés, c'est-à-dire que c'est la notion de travail dessus, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont brutes ou semi-brutes. Hein. Dans la définition des métaux précieux, on parle de produits semi-bruts. Hein. Et donc ils sont classés parmi les bijoux et assimilés. Donc ce ne sont pas des bijoux au sens pour faire beau, ce sont des bijoux et assimilés. Ça fait partie. Donc il faudrait dire une fois de plus, dans la fiscalité, pour être plus clair, elle devrait écrire bijoux et assimilés au sens fiscal. Hein. Et donc ça ne relève pas de la catégorie des métaux précieux. Donc c'est écrit, c'est fiscalement tout à fait clair, hein, c'est du français. Des exemples, tous les 20 francs suisses, par exemple, qui sont d'après 1945, enfin depuis 1945, c'est-à-dire ceux qui ont un millésime L 1935, en fait, ont été frappés en 1945, jusqu'au Vreneli, aux 20 francs suisses, qui ont été frappés en 1949. Les Pinay, 20 francs Pinay, hein, c'est-à-dire les refrappes qui ont été faites des 20 francs Koch en 52 et 53, et tous les 50 pesos. Tous les 50 pesos d'après 1943, 1943 compris, hein, sont des jetons. Et puis, bien entendu, vous avez les jetons, je dirais, entre guillemets, commerciaux, c'est-à-dire qui ont été émis par des sociétés. Hein.
Et donc vous avez un exemple avec la Vera Valor, par exemple, et sa déclinaison en demi-once. Et donc, le fisc est tout à fait clair là-dessus. À partir du moment où le prix de cession n'excède pas 5 000 €, il n'y a pas de taxation. Donc ça s'arrête à 5 000 €. Au-delà de 5 000 €, effectivement, on rentre dans la démarche, alors soit 30%, je ne sais pas, soit 34,5 plus 1,7%. Voilà. Et donc, cette limite de 5 000 €, elle va s'appliquer à chaque session. Donc si vous en faites une aujourd'hui, vous en faites une demain, à 3 ou 4 mois d'intervalle avec la même personne, on va dire que grosso modo, le fisc ne va pas ramener tout ça à une seule transaction. Mais il y a une façon beaucoup plus simple, c'est effectivement de trouver 5 acheteurs à 5 000 € différents. Et ces 5 acheteurs, en fait, remplissent parfaitement la condition demandée par le fisc, c'est-à-dire que ce soit des sessions uniques avec des acheteurs différents. Voilà. Autre possibilité, c'est d'aller sur les monnaies à cours légal. Les monnaies à cours légal, que ce soit des pièces ou des billets, ce sont des biens meubles, ce sont des devises. Pas les euros. Les euros ne sont pas des devises, c'est la monnaie que l'on utilise. Donc les euros, même en or, ne sont pas taxés et ne sont pas taxables. Donc vous pouvez vendre des euros autant que vous voulez, il n'y a pas de taxe sur... On ne peut pas taxer sa monnaie, pas possible. Et donc les devises, ce sont les monnaies à cours légal étrangères, et celles-ci répondent entrent dans la catégorie des biens meubles, et donc sont taxées. Alors là aussi, soit 34,5 plus 1,7, soit 30%, mais a priori, je pense qu'on ira vers 30%, puisque là derrière, il y a tout le système du marché du Forex, qui va sans doute s'aligner sur ces 30%, comme la bourse en général. Exemple de monnaie à cours légal, vous en avez une à gauche là, que vous connaissez, la Gibraltar, qui est toute neuve, et puis la Krugerrand, bien entendu, mais il y en a toute une ribambelle de ces monnaies à cours légal qui sont admissibles à ça. Alors, ici et là, on entend effectivement, ou on lit sur le web, on voit des gens qui disent « Attention, attention, ces dispositions-là qu'ils vous racontent, vous risquez l'abus de droit fiscal. » Alors, moi, ça me fait sourire parce que ces gens-là n'ont sans doute pas regardé le livre des procédures fiscales qui définit l'abus de droit fiscal. En fait, c'est l'abus de droit fiscal, pour résumer ça très rapidement, c'est un montage juridique que vous effectuez, et ce montage n'a qu'un seul but. À la fin, c'est d'arriver à une situation dans laquelle vous êtes exonéré ou où vous obtenez un abattement. Le fait d'exercer une option qui est offerte par l'administration fiscale, elle-même le propose. Tout ce que je viens de vous dire, c'est proposé dans les BOI. Les BOI, ce sont en fait des textes que l'administration produit et enrichit avec des rescrits au fur et à mesure. Et le Conseil d'État a arrêté donc, que l'exercice d'une option offerte par l'administration fiscale n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit. Donc l'affaire est tout à fait claire. Pour ceux qui auraient, on va dire, encore des angoisses, il existe une possibilité, c'est de saisir l'administration fiscale elle-même, qui, au travers d'une procédure dite de rescrit, qui permet de poser des questions dites de législation, pour éclaircir un point de législation qui n'aurait pas été abordé dans les BOI, mais tout ce que je viens de vous dire, c'est déjà largement abordé dans les bulletins officiels des impôts. L'administration vous répond. Le problème, c'est que, quel que soit le type de question que vous posez, que ce soit une question de législation ou un rescrit général, de toute façon, c'est propre à votre situation. Et ça n'est pas opposable par un tiers. Donc, moi, personnellement, j'ai posé plusieurs fois la question à l'administration sur les affaires de cours légal, etc. J'ai les réponses. Ces réponses sont tout à fait claires. Par contre, je ne peux les produire pour personne. Donc, si les gens veulent avoir une réponse pour pouvoir dormir tranquille, avoir des angoisses, ben, ils écrivent au fisc. Le problème, c'est que quelquefois, le fisc écrit un peu n'importe quoi. Donc,
De la même façon que j'ai un lecteur qui s'est fait taxer des euros, oui, il s'est fait taxer des euros en arrivant à La Réunion. Donc il avait acheté des euros commémoratifs, et en arrivant à La Réunion, on lui a demandé de la TVA dessus. Vous voyez ? Et voilà. Donc vous avez la possibilité d'un recours, au-delà de la réponse de l'administration. Ce recours ne peut être effectif, le Conseil d'État l'a arrêté, que si vous demandez un second examen au préalable. Mais une fois le second examen revenu, vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif, etc. etc. Voilà. Donc, j'espère, ça a été rapide, hein, mais je suis parti en retard quand même. Donc, mais... Oui, il est bien, oui. Ouais. Je n'ai pas dépassé. Bon, on va prendre quelques questions pour M. Collot. Il faut que je vous rappelle, comme il l'a dit, je vous laisse applaudir, bien sûr.